Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la suite du cours et nous nous intéressons au mouvement des plaques lithosphériques. Alors en 1962, Harry Hess émet une hypothèse, celle de l'expansion des fonds océaniques, c'est-à-dire de mouvements de divergence qui existeraient au niveau des dorsales. Ces mouvements seraient accompagnés de création de nouvelles roches du fond des océans. Alors comme vous avez pu le voir, les données paléomagnétiques sont des arguments en faveur de cette expansion océanique au niveau des dorsales. Alors avant de nous intéresser plus en détail au fond océanique, intéressons-nous au champ magnétique de la Terre. Ici, une petite expérience. Donc, on utilise un aimant et de la limaille de fer et on va soumettre cette limaille de fer à l'action de l'aimant. Et regardez, en quelque temps, on va observer que la limaille de fer prend une position bien particulière par rapport à l'aimant et donc s'organise selon des lignes bien particulières, des lignes que l'on nomme lignes de champ magnétique. Le champ magnétique terrestre peut de cette façon être assimilé à un champ magnétique généré par un gigantesque aimant qui serait situé au centre de la Terre. D'ailleurs, on distingue un pôle nord magnétique et un pôle sud magnétique. L'aiguille d'une boussole va du coup s'aligner en permanence le long de ces lignes de champ magnétique en direction donc du pôle nord magnétique. Alors pour être tout à fait rigoureux, il faut savoir que le pôle nord magnétique forme un angle de 11 degrés avec le pôle nord géographique, c'est-à-dire l'axe de rotation de la Terre. Ce sont les mouvements à l'intérieur de la Terre, et plus précisément les mouvements de rotation du noyau interne, qui est très riche en fer et en nickel, qui va être à l'origine de l'apparition de ce champ magnétique sur Terre. Alors ce qu'il faut noter et retenir, car c'est très important pour la suite, le pôle nord magnétique et le pôle sud magnétique se sont régulièrement inversés au cours des temps géologiques. Cela veut dire qu'il y a certaines périodes de l'histoire de la Terre où le pôle sud magnétique était à proximité du pôle nord géographique. Et à l'inverse, le pôle nord magnétique s'est retrouvé à proximité du pôle sud géographique. Regardez à présent cette petite vidéo qui met en scène un basalte avec une aiguille aimantée, donc une aiguille de boussole. Regardez, on peut voir que le basalte va dévier la direction de la boussole, va dévier la direction de l'aiguille aimantée. Cela veut dire que le basalte dispose de sa propre aimantation. En effet, les basaltes sont constitués de minéraux ferromagnésiens, notamment la magnétite, qui va être capable de s'aimanter et donc qui va expliquer pourquoi un basalte va dévier la direction de l'aiguille aimantée. Regardons cette expérience pour mieux comprendre. Ici, nous avons une tige de fer qui est donc attirée par un aimant qui est présent ici en bas à gauche, et cette tige de fer va être chauffée. Lorsque la température de cette tige de fer va devenir très importante, ici, lorsque la température va dépasser les 700 degrés, on remarque que la tige de fer va perdre ses propriétés magnétiques et ne va plus être attirée par l'aimant. Cette température de 700 degrés est la température de Curie ou point de Curie, température au-delà de laquelle les matériaux vont perdre leurs propriétés magnétiques. Ici, lorsque la température redescend, donc redescend en dessous du point de Curie, c'est-à-dire devient inférieure à 700 degrés, la tige de fer retrouve ses propriétés magnétiques et est de nouveau attirée par l'aimant. On parle alors de magnétisme rémanent qui apparaît en dessous de la température de Curie. Voyons à présent ce qu'il en est pour nos basaltes. Au niveau d'une dorsale, le volcanisme va être à l'origine de l'émission d'une lave qui a une température d'environ 1200 degrés. Progressivement, cette lave va se refroidir au contact de l'eau de mer et va donner naissance à nos basaltes. En arrivant vers 900 degrés, les premiers minéraux vont apparaître dans le basalte. Cela correspond au début de la cristallisation. Lorsque la température de refroidissement devient inférieure à 570 degrés, soit inférieure au point de Curie, les minéraux ferromagnésiens, c'est-à-dire la magnétite, s'aimantent selon le champ magnétique terrestre. La magnétite, contenue dans un basalte, va alors être une source magnétique, c'est-à-dire qu'ils vont se comporter comme des aimants qui vont générer un champ magnétique de même sens et de même direction que le champ magnétique terrestre au moment de leur formation. C'est pourquoi on parle de champ magnétique fossile. Tant que la température de ces basaltes reste inférieure au point de Curie, ce qui est fort probable au fond de l'océan où il ne fait pas chaud, l'aimantation va perdurer. En étudiant des coulées de lave basaltique au niveau d'un volcan, les géologues ont pu établir l'échelle magnétostratigraphique, c'est-à-dire dater les inversions du champ magnétique. Comment ont-ils fait? Ils ont réalisé des forages passant par différentes coulées de lave basaltique. Ils ont ensuite daté chacune de ces couches de roches.
Ils ont ensuite mesuré l'aimantation des basaltes le long de ce forage pour déterminer les anomalies magnétiques. Ils ont ainsi pu dater les anomalies magnétiques, c'est-à-dire déterminer à quelle période le champ magnétique terrestre était identique au champ magnétique actuel et à quelle période il était à l'inverse du champ magnétique actuel. À la fin des années 50, des campagnes océaniques scientifiques ont été menées afin de mesurer, grâce à des magnétomètres, l'intensité du champ magnétique terrestre au-dessus du plancher océanique. Les scientifiques ont alors observé des anomalies magnétiques, c'est-à-dire qu'au-dessus de certaines parties de l'océan, l'intensité du champ magnétique mesuré était supérieure au champ magnétique terrestre. On parle d'anomalies positives. Dans d'autres régions au-dessus du plancher océanique, l'intensité du champ magnétique mesuré était inférieure à l'intensité du champ magnétique terrestre. On parle alors d'anomalies négatives. L'aimantation des basaltes de la croûte océanique explique les anomalies observées. En effet, lorsque le champ magnétique généré par les basaltes au fond de l'océan est dans le même sens que le champ magnétique actuel, c'est-à-dire lorsque le champ magnétique au moment de la formation du basalte était semblable au champ magnétique actuel, eh bien ce champ magnétique va venir se rajouter au champ magnétique terrestre, du coup l'intensité mesurée sera supérieure au champ magnétique terrestre actuel. A l'inverse, lorsque le champ magnétique du basalte est de sens opposé au champ magnétique actuel, c'est-à-dire que le champ magnétique terrestre qui régnait au moment de la formation de ce basalte était à l'inverse du champ magnétique actuel, eh bien l'intensité mesurée va correspondre au champ magnétique terrestre actuel moins l'intensité du champ magnétique généré par les basaltes, d'où une mesure inférieure au champ magnétique terrestre actuel. Les inversions de champ magnétique sont donc observées dans le fond des océans. Et on remarque une disposition symétrique de part et d'autre de la dorsale de ces anomalies magnétiques, de ces inversions magnétiques. Comme les inversions du champ magnétique peuvent être datées, on va pouvoir reconstituer les mouvements du fond des océans. La disposition symétrique de ces anomalies magnétiques témoigne d'une expansion du fond de l'océan, c'est-à-dire des mouvements de divergence au niveau de l'axe de la dorsale. Grâce à ces anomalies magnétiques, on va pouvoir estimer la vitesse de divergence de plaques lithosphériques. Ainsi, au niveau de la dorsale pacifique, on peut estimer une vitesse d'écartement des plaques d'environ 8,8 cm par an. Au niveau de la dorsale atlantique, on trouve un chiffre légèrement différent. Donc, en réalisant un graphique qui va représenter la position des anomalies magnétiques par rapport à l'axe de la dorsale en fonction de leur âge, on va pouvoir, grâce au coefficient directeur, trouver une vitesse d'écartement comprise entre 2,4 cm par an et 3 cm par an environ. Donc on voit ici, on a deux dorsales, la dorsale pacifique, la dorsale atlantique, une dorsale pacifique qui est plutôt rapide et une dorsale atlantique qui est plus lente. On y reviendra, c'est pour ça que j'insiste sur ce point. D'autres méthodes à présent qui permettent de conforter cette notion de mobilité de la lithosphère à la surface de la Terre. Il s'agit des techniques de positionnement par GPS. Cette technique GPS va nous permettre d'obtenir un mouvement instantané des plaques, c'est-à-dire évaluer leur vitesse de déplacement. Grâce à des balises fixées sur les plaques, on va mesurer en temps réel le déplacement en longitude et en latitude, ce qui nous permet d'avoir un mouvement absolu de ces différentes plaques. Intéressons-nous à nos balises S1 et S2 situées sur la plaque nord-américaine et sur la plaque eurasiatique. Alors on peut voir que la balise S1 se déplace avec une vitesse de 21,9 mm par an, tandis que la balise S2 se déplace à une vitesse de 20,5 cm par an. Les directions de ces deux balises, alors notre balise S1 se dirige vers le nord-est, tandis que notre balise S2 se dirige vers le nord-ouest. Voilà pour ce qui est des vitesses de déplacement absolues. À présent, la vitesse de déplacement relative, si on considère notre plaque eurasiatique comme fixe, on va observer le déplacement de la plaque nord-américaine avec une vitesse de 24,7 mm par an par rapport à la plaque eurasiatique en direction du nord-ouest. Ici, il s'agit d'un mouvement de divergence. À présent, intéressons-nous à nos balises ISPA et COPO. La balise ISPA va se déplacer à une vitesse de 66,6 mm par an, tandis que la balise COPO va se déplacer à une vitesse de 29,9 mm par an. Des directions différentes puisque ISPA se dirige avec un degré à 95 degrés vers le sud-est, alors que notre balise COPO se déplace à 41 degrés vers le nord-est. Voilà pour ce qui est des déplacements absolus. À présent, si on considère la plaque sud-américaine comme fixe,
On va observer le déplacement de la plaque Nazca à une vitesse de 50,9 mm par an dans une direction sud-est, plus précisément une direction de 120 degrés vers le sud-est. Alors ici, il s'agit d'un mouvement de convergence. À présent, nos balises VAX et DGAR. Donc notre balise VAX va se déplacer avec une vitesse de 20,9 mm par an vers le nord-est, avec donc 54 degrés vers le nord-est, tandis que notre balise DGAR va se déplacer avec une vitesse de 58,2 mm par an avec, vers le sud-est, 124 degrés vers le sud-est. Si on considère notre plaque australienne comme fixe, on va observer un déplacement de la plaque africaine de l'ordre de 54,7 mm par an, 34 degrés vers le nord-ouest. Ici, il s'agit d'un mouvement de divergence. Enfin, intéressons-nous à nos deux dernières balises, IISC et LHAZ. Donc IISC se déplace avec une vitesse de 55,1 mm par an dans une direction donc 50 degrés nord-est, tandis que la balise LHAZ va se déplacer à une vitesse de 48,5 mm par an avec donc pour direction 71 degrés vers le nord-est. À présent, si on considère les déplacements relatifs et que l'on considère la plaque eurasiatique fixe, on va observer un déplacement de la plaque indienne de 19,9 mm par an en direction du nord-ouest. Alors ce qui est intéressant avec cet exemple, c'est que nos deux balises se dirigent approximativement vers le nord-est. Néanmoins, les différences de vitesse et les légères différences d'orientation font qu'au final, en termes de mouvement, la plaque indienne converge vers la plaque eurasiatique. Si les données paléomagnétiques ainsi que les données obtenues grâce aux techniques de GPS nous permettent d'obtenir une vision assez claire des mouvements des plaques lithosphériques à la surface de la Terre, donc des mouvements de divergence mais également des mouvements de convergence, d'autres indices nous permettent de bien appréhender le mouvement de ces plaques lithosphériques. Il s'agit de l'étude des sédiments au niveau des fonds océaniques, mais également l'étude d'un volcanisme particulier, le volcanisme de Point Chaud. À vous de travailler à présent sur ces deux exemples. L'école sans les murs, mais vous continuez de travailler, alors bon courage et bon confinement.